Bonjour à tous, bonjour John, comment est-ce que tu vas? Super bien, et toi? Ça va très très bien. On n'a toujours pas trouvé de nom à ce podcast, donc je le fais sur, j'ai l'impression, tous les débuts de podcast que je suis en train de poster. Si des gens ont des suggestions, on est preneur. Ici, j'en ai même pas à faire. Aujourd'hui, on est dans l'épisode 4, 5, peu importe. On a deux gros sujets à aborder qui ont un petit point commun, c'est Francis Ngannou et Cédric Doumbé. On est toujours dans l'attente d'une signature de part et d'autre, et il y a pas mal d'éléments importants, intéressants à aborder à propos des deux situations, tout simplement. Alors je te propose qu'on commence par le plus lourd, Ouais. Cédric Doumbé. Ok. Tu t'y attendais? Ouais, Tu je m'y t'y attendais? attendais, je m'y attendais. J'ai vu ton petit sourire anticipatif. Non, commençons par Francis Ngannou, Dans quel parce que terme? c'est un peu plus récent, ou en tout cas ça a fait de nouveau du bruit hier et aujourd'hui. Donc, est-ce qu'on commence par mettre peut-être un tout petit peu de contexte? Le contexte, ouais. Euh, donc, la dernière fois qu'on l'a vu dans une cage, on va commencer par là, c'était son combat contre Cyril Gane. C'était en janvier de l'année passée, donc ça fait à peu près 16 mois qu'on ne l'a plus vu combattre. Au début, c'était normal, puisque après son combat contre Cyril, si je me trompe pas, il était blessé au genou. Au genou. Donc c'était prévu qu'il ait une longue période d'absence, période pendant laquelle il y a eu plusieurs négociations qui ont eu lieu avec l'UFC et qui n'ont pas fructifié. Donc ils sont pas arrivés à terme. Je ne sais plus exactement quand on a eu la news qu'il n'y avait pas de contrat et qu'il était devenu ce qu'on appelle free agent. Mhm. C'était quoi, il y a 4-5 mois. C'est au retour Euh, de John Jones, en fait. Au moment où il s'est annoncé, je crois que c'est à peu près au mois de juillet, parce que si je me rappelle bien, il y a eu pas mal de choses où ils disaient, voilà, il revient pas, et ils annoncent directement Jones contre Cyril, et je crois que c'était au mois de juillet qu'il annonce, si je me rappelle bien. Exact. Et donc depuis, évidemment, beaucoup de spéculations, beaucoup de fausses pistes, beaucoup de vraies pistes, mais qui n'aboutissent pas. Donc c'est évidemment difficile de faire le tri entre ce qu'il y a de vrai, ce qu'il y a d'exagéré. On en parlera, hein. Il y a notamment le One qui vient de faire une news, mais est-ce qu'on veut vraiment croire Chatri? Ouais, c'est ça. C'est un autre sujet. Mais voilà, la base de la base, c'est qu'en tant que fan, évidemment, on est très impatient de voir la suite pour lui. On aimerait le revoir, moi personnellement, plutôt dans une cage que sur un ring en tant que fan. Euh, Par sympathie pour Francis, s'il peut se faire plus d'argent en boxe anglaise, grand bien lui fasse. Mais évidemment, en tant que fan de MMA, je préférerais le revoir dans une cage et personnellement uniquement dans la cage de l'UFC parce que voilà, pour moi, il garde ce titre de meilleur poids lourd de la planète. Et je vois pas un poids lourd en dehors de l'UFC pouvoir lui proposer un combat intéressant pour nous, les fans. Quel est toi ton ressenti avant de rentrer dans les débats et dans tout le drama autour de l'histoire? Quel est ton ressenti par rapport à la situation actuellement? En fait, je trouve ça un peu triste, je t'avoue, parce que euh, bon, il y a eu un petit peu de tout, et je pense que la vérité se trouve au milieu. Donc, pour le contexte, on sait que il y a eu donc une version des faits qui était Ngannou demande trop d'argent ou trop de choses de manière générale. Et ça, c'était un petit peu ce qu'il y avait avec les conflits avec Fernand, qui avait amplifié tout ça en disant bon bah vous savez pas, en fait, Ngannou est compliqué, il a beaucoup, enfin il a envie de toujours avoir plus et plus, etc. Et de l'autre côté, il y avait des voix qui se faisaient entendre, qui étaient un peu Ngannou représente les combattants et leurs intérêts. Et je trouvais ça tellement intéressant parce qu'on sait que l'UFC en avait besoin. C'est-à-dire que dans les propositions qu'il y avait eu, et ça c'est tout ce qu'on sait jusqu'à présent, c'est que Ngannou n'avait pas juste des demandes financières. D'ailleurs, l'UFC lui avait proposé, et c'est selon les termes de Dana White, le plus gros combat, le plus gros contrat pour un poids lourd de tous les temps. Donc, je trouvais ça super intéressant, en sachant que bah, normalement la case argent a été cochée. Et donc maintenant, il y avait d'autres choses qui demandaient. Parmi les choses qui demandaient, il y avait une sorte de syndicat pour les combattants, avoir une assurance pour les combattants, ce qui pour moi, je suis tellement étonné d'avoir une société qui pèse autant de milliards. J'adore l'UFC, c'est pas une critique, c'est juste de dire les choses telles qu'elles sont. Je trouve que quand tu offres ton corps, ta santé, et qu'on te donne pas quelque chose
lorsque tu as des problèmes, surtout qu'aux États-Unis, c'est extrêmement cher Mhm. d'avoir une bonne santé. Enfin, le système de santé coûte extrêmement cher plutôt. Ben, il demandait plusieurs choses et que je trouvais qui étaient super intéressantes parce que je me disais, OK, là, il est champion, il a gagné. En plus, quelle histoire. Enfin, Ngannou a quand même une histoire incroyable. Et en plus, il gagne blessé contre Cyril. Donc, il avait déjà son problème au genou et donc se fait opérer après. Et donc, par conviction, malgré le fait que l'UFC lui propose ce plus gros contrat, il décide de partir et de dire je ne reste pas là et j'ai d'autres propositions. On peut récapituler les propositions, comme ça on a toute l'histoire. Donc il y a le bare knuckle, le Bellator, le ONE FC et maintenant le PFL. Ça c'était Mhm. pour le MMA et il y avait de l'autre côté il y avait la boxe. Pour la boxe, on sait Bare que c'est knuckle, les on va quand trois. même mettre ça en dehors, parce que t'as dit bare knuckle et puis t'as dit ça c'est pour le MMA. Le bare knuckle et le MMA, c'est deux choses Ah bien oui, à oui, part, pardon, pardon, bien pardon. séparées. Oui, pardon, désolé, petite erreur, j'étais dans mes pensées. Donc, du coup, T'inquiète. il y avait justement, comment ça s'appelle, en boxe, il y avait plusieurs combats qui étaient possibles. Il y avait Wilder, Fury, et on parlait peut-être de Anthony Joshua. Ça, c'était les Mhm. trois principaux. On voit qu'il y a eu énormément de changements. D'ailleurs, Fury avait même proposé certaines choses. On pensait que c'était incroyable parce que Fury a accepté de faire un combat contre Ngannou. Ce combat allait se faire dans une cage, donc ce qui change pas mal par rapport à un ring, d'aller se faire avec des gants qui étaient des gants plus petits, donc ce qui pouvait égaliser un petit peu la différence de niveau parce que ça se ferait en boxe. Et donc, Ngannou pourrait gagner des millions. On sait qu'une des choses qu'il demandait à l'UFC, c'était d'avoir la possibilité de faire de la boxe. L'UFC, je peux comprendre qu'ils sont réticents par rapport à ça parce que lorsque tu as ton champion, toute catégorie confondue, donc normalement la catégorie reine, c'est celle des poids lourds, Mhm. qui se fait, à mon avis, se ferait massacrer par Fury en boxe. Le problème, c'est qu'après, tu as un problème d'image et que ça va pas vendre autant et donc ça impacte ta propre fédération. Donc, Ouais. je peux comprendre que l'UFC soit réticent par rapport à ça. Ils l'ont fait avec McGregor. Et on sait que McGregor, après, ça a eu des conséquences sur le MMA parce que c'était McGregor à son prime. Et je suis d'avis qu'on est très proche du prime où on est dedans d'Ngannou. Ça Donc Ngannou a déjà un ouais. certain âge. Pardon. J'allais dire juste, c'est un point que je voulais absolument aborder aussi, c'est cette petite frustration en tant que fan de voir Ngannou ne pas combattre en fait pendant des mois, voire années très intéressantes pour lui par rapport à son âge, l'expérience qu'il a. Et je sais qu'on est chez les poids lourds, donc on, on en voit souvent qui performent peut-être un peu plus tard dans leur carrière, un peu plus avancés en âge, mais ça n'empêche que pour moi, sa performance face à Stipe, suivie de celle face à Gann, ça me faisait penser vraiment à un prime time pour lui. C'est Il ça. progressait de dingue et je sais pas pendant combien de temps il va rester à ce prime athlétique qui se combine très très bien avec toute la progression technique et en termes de compétences au niveau du MMA qu'il a fait depuis les 3 dernières années de sa carrière. Ça. Et donc, du coup, c'est exactement ça le problème, c'est qu'on se dit, bon, ben, la boxe, pour revenir à ce que j'expliquais, c'est, il y a eu énormément de problèmes parce que maintenant, Fury a été annoncé contre Ruiz Mhm. et les autres combats, Wilder ça aurait été pour moi le plus intéressant de tous les combats. J'aurais vraiment adoré pouvoir voir ce combat. Mais au final, on sent que ça va pas se faire et donc il y avait d'autres options. Ce que j'ai pas apprécié du tout, c'est que Ngannou, lorsque les promoteurs étaient intéressés par lui, ils le vendent de manière incroyable. C'est le plus fort, c'est le meilleur, etc. Ils vendent leur propre promotion. Le One qui disait bon, ben, on va le faire un contrat incroyable, etc. Et donc, il y a eu une interview super intéressante, et c'est ça qui est nouveau, entre guillemets. Il y a eu plein de rebondissements maintenant, donc ces dernières heures, jours. La première chose qui s'est passée, c'est que le One, il y a eu une interview où, j'ai oublié comment il s'appelle, pardon, celui que tu venais de Chatri. mentionner. Chatri avait mentionné que qu'en fait ils allaient lui faire une proposition. On a su de combien était la proposition, c'était 20 millions de dollars. C'est énorme. 20 millions de dollars pour du MMA, en tout cas, c'est vraiment très très fort. On ne savait pas exactement si c'était juste euh, un combat, plusieurs combats, donc il y avait plusieurs possibilités. Et donc en fait, mais ils ont dit que les négociations sont faites avant l'offre finale parce que Ngannou voulait certaines choses avant qui n'étaient pas possibles. Mm. Et là, c'est là où ça devient super intéressant. Et là, on rentre vraiment dans le MMA business pur, pas vraiment sur le combat. C'est que, en fait,
ils l'annoncent, donc ils annoncent ça de manière publique. Ça, il faut savoir plein de choses. Il y a plein de négociations qui se font derrière le rideau parce que si jamais on communique certaines informations, les autres fédérations vont avoir ces informations aussi et vont pouvoir se positionner. En sachant que Francis Ngannou, on peut dire ce qu'on veut. Dana White disait c'est le meilleur, il bat tout le monde, et puis quand il est pas là, c'est une merde, il sert à rien. Donc en fait, c'est toujours un peu ça, c'est de dire s'il va être avec nous, on doit le vendre. S'il est chez les autres, en fait, il vaut pas tellement grand chose. Le problème avec ça, c'est que la valeur d'Ngannou diminue de fait de par son âge, vu qu'au plus le temps passe, on a ça. La deuxième, on ne sait pas comment est-ce qu'il va être, vu qu'il a perdu du poids et aussi il n'a pas combattu pendant 1 an et demi et il a été blessé. Donc Et il c'est un revient autre de facteur à blessure, prendre en considération. exactement. Il revient de blessure. Et puis ensuite, ce qui n'a pas beaucoup aidé, c'est que Cyril, qu'il avait battu lors de son dernier combat, a perdu, mais de manière catastrophique face à John Jones. Et aussi, Stipe n'a pas combattu depuis longtemps. Donc au Mhm. final, ces derniers combats, il y a John Jones qui revient et qui remontre que c'est le King. Donc en fait, sur le marché des combattants, sa valeur a pris un coup de ce fait-là. Mhm. Donc Ouais. euh, maintenant, ce que j'ai pas du tout apprécié, c'est qu'on a eu la version d'Ngannou et ça, c'était vraiment incroyable. Donc Ngannou favorise Ariel Helwani, qui est un des plus grands journalistes de MMA. Il a un podcast, enfin une émission qui s'appelle un show qui s'appelle MMA Hour Howard. et en Mhm. fait dans lequel il fait des interviews de plusieurs combattants, de personnes vraiment très importantes dans le monde du MMA. Et Ariel Helwani explique qu'il a eu un message d'Ngannou tard le soir après avoir négocié avec le One et ils se sont appelés. Et donc il a expliqué sa version de fait. Et je trouvais que c'était très triste si c'est le cas. Il dit, voilà, je suis en négociation avec une fédération, on s'imagine que c'est le PFL, et que c'est tellement proche que normalement ça devrait se signer cette semaine-ci. Et donc, par politesse, parce que le One avait fait énormément, lorsque Chatri avait été à Los Angeles, il a décidé de donner un rendez-vous à Chatri pour lui expliquer la situation de manière transparente en disant, écoute, je compte aller chez eux, mais je vous écoute de toute manière parce que bah, tu es venu jusque-là, on devait avoir un Mhm. rendez-vous, etc. Mais je suis honnête avec toi. Donc, si c'est le cas, je trouve ça très professionnel et très courtois de la part de Ngannou. Ganou. Et en fait, quand ils ont annoncé tout ça, ils ont dit bon bah voilà, nous on va avoir ce rendez-vous. Je crois qu'ils ont été mangés. Euh, Ça s'est arrêté avant et on ne sait pas si c'est parce que Ngannou explique qu'il va signer avec le PFL parce qu'il a eu les conditions qu'il voulait avoir. Mais Chatri a dit voilà, en fait, Ngannou demande des choses qui sont impossibles. On lui a offert les 20 millions de dollars. Donc Ngannou se faisait critiquer partout sur les réseaux sociaux, surtout les réseaux sociaux américains, en disant il veut de l'argent, il veut de l'argent, il connaît pas sa valeur. On voit maintenant que l'UFC lui fait la plus grosse offre, aussi que le One lui fait 20 millions de dollars, ce qui est énorme, et qui refuse. Donc on peut maintenant se dire, ok, c'est réel, il veut certaines choses qui sont importantes pour lui. On doit savoir quelles sont ces choses qui sont extra. Et en fait, Chatri a dit qu'il voulait une place au board de direction. Maintenant, si c'est le cas, je trouve que c'est exagéré de la part d'Ngannou, mais ça, c'est juste subjectif. C'est de se dire qu'est-ce qu'il apporte, quel peu d'années, c'est pas vraiment ses expériences, c'est pas son métier. Enfin, Bien sûr. euh, c'est compliqué pour Luan de dire bon, bah maintenant tu vas être là. Il demandait apparemment aussi de négocier le salaire de ses opposants, ce qui est vraiment pas très éthique. Mhm. Mais d'un autre point de vue, ce qu'il faut prendre en considération, c'est que quelqu'un qui va dire ça juste après le rendez-vous et d'aller à la presse, qui est une presse qui est proche du One, et de dire tout ça, je trouve que c'est vraiment pas correct si vraiment Ngannou leur a donné la chance de pouvoir s'exprimer, de dire des éléments comme cela. Et en fait, je pense que c'est juste pour descendre Ngannou, à voir si c'est réel ou pas, pour dire, bah, en fait, Ngannou, il a un problème, c'est lui le souci, etc., etc. Et Mhm. donc, parce qu'Ngannou n'a pas voulu travailler avec le One. Et Ouais. donc, comme le One voit qu'ils sont prêts à mettre 20 millions, qu'il leur dit non, et que alors eux ne se retrouvent sans champion et qu'ils vont prendre quelqu'un d'autre, et la concurrence directe, en fait, parce que le One, pour moi, n'est pas vraiment la concurrence directe de l'UFC, parce que l'UFC, pour le moment, ils sont sur une stratosphère. Mhm. Pour moi, c'est le PFL qui est dangereux, surtout que maintenant, il y a des rumeurs de rachat du Bellator, Avec et donc Bellator, devrait ouais. une super structure. Et là, du coup, si c'est le cas, je trouve ça vraiment pas classe de faire ce genre de choses. Et si jamais Ngannou signe avec le PFL, on a entendu que le PFL était disposé à donner un plus gros pourcentage du revenu qu'il y avait par Pay-per-view. combat. Ouais. On parlait de 50%. 50%, c'est ce que les autres fédérations approximativement donnent pour d'autres sports.
on parle de la NFL, on parle de redistribution, par exemple, pour le basketball, etc. Alors que, si je me rappelle bien, l'UFC, je crois qu'il doit être entre, je sais plus, si c'était 8 ou 15, mais quelque chose de vraiment très bas. Et Ouais. donc, du coup, ils ont fait des changements. Ils l'ont fait, par exemple, avec Costa, où ils lui ont fait 1 million. Mais là, maintenant, je trouvais ça, s'ils arrivent à signer Ngannou, alors qu'Ngannou a eu ses offres avec l'UFC et a eu ses offres avec le One, je trouvais que ce sera vraiment top pour Ngannou de dire, voilà, ça, ce sont mes convictions. Mhm. Et je me suis battu pour elles. Et en fait, pour moi, j'ai été un peu déçu de voir des gens qui un jour disaient, ah oui, c'est incroyable, Ngannou se bat pour les autres, etc. Et quand maintenant il met toutes ces conditions et on voit que c'est pas juste l'argent, que maintenant certaines personnes soient contre lui. Bah, si c'est vraiment le cas, je trouve que c'est beau qu'ils se battent vraiment pour ce en quoi ils croient. Mhm. Le board, là, pour qu'on mette l'église au milieu du visage, du Du, village, euh, du village. pour qu'on mette ça en perspective, si jamais il demande le board, je trouve que c'est exagéré. S'il demande les 50%, je trouve que voilà, s'il sait Mhm. sa valeur, il sait qu'il y a du respect de temps, bah vas-y, bah toi, tu sais qu'il y a des gens qui vont regarder tes combats. Moi, je trouve ça vraiment bien. Voilà, c'était Ouais, très très long, mais c'était pour que les gens aient le contexte complet. Donc voilà, ça c'est mon honneur. et je vais te rejoindre. Encore une fois, il faut tout le temps prendre des pincettes avec ce qu'on dit parce qu'on on connaît Chatri, c'est un peu comme Dana White. On ne sait jamais dire si c'est vrai, si c'est complètement Mhm, faux, si c'est à moitié vrai et exagéré. Alors mhm, clairement, s'il a demandé d'avoir une place au board, je te rejoins entièrement. Je vois pas quelle est sa valeur ajoutée en fait. Il a une certaine expérience, tu vois, il pourrait avoir une place un peu comme Dan Hardy au PFL. Euh, genre mhm, Dan Hardy vient de prendre une position un peu en représentant des athlètes sous la casquette de directeur opérationnel. Euh, mais voilà, le siège au board, c'est peut-être exagéré parce qu'il n'a pas l'expérience, et c'est ça que dit Chatri. Maintenant, je suis pas certain qu'il ait vraiment demandé ça. Je me demande si le One n'a pas fait, comme tu mhm. dis, un petit coup de ah ouais, tu nous veux pas, ben voilà, on va salir ton image en étant en s'alignant un peu à l'UFC. Le truc, c'est que, C'est ça. ok, l'UFC te veut pas, nous on te veut pas, le bare knuckle te veut pas. À un moment, tout le monde va se rendre compte que le dénominateur commun, c'est toi. Et en fait, c'est un peu Mhm. la facilité de faire ça. Et je trouve que quand tu as des négociations de ce type-là, si elles n'aboutissent pas, quel est l'intérêt en fait d'aller mettre ça publiquement? Après, Mais voilà, c'est juste pour ça. ouais, il y a C'est juste beaucoup pour ça, d'histoires sur le pardon. One aussi où il y a un petit manque d'éthique. Je pense que Anissa Meksen, la kickboxeuse française, s'était un peu exprimée par rapport à ça et c'est pas la seule. Bon, euh, voilà. Maintenant, la situation, moi, je préfère me concentrer sur ce qui est vrai et ce qui est plus tangible parce que là, c'est très spéculatif. Voilà, la réalité, c'est que Ngannou, comme tu l'as dit, il a été dans une bonne position. Aujourd'hui, il commence à être dans une position un peu plus complexe. Donc, je trouve que Mhm. quand les négociations sont pas arrivées à terme avec l'UFC, il avait vraiment une position avec beaucoup de leviers de négociation. Il avait une grosse valeur. Et là, plus le temps avance, comme tu l'as souligné, plus ces leviers de négociation vont disparaître. Et je pense que c'est dans son intérêt vraiment de signer au plus tôt dans une promotion pour voilà pour se sécuriser une place, tout en respectant ses valeurs. Et je dis pas C'est ça. sa valeur, je dis vraiment ses valeurs. Je trouve ça bien qu'il essaye de demander plus que juste bah, donne-moi de l'argent et qu'il demande aussi à améliorer le statut des combattants, si on peut s'exprimer comme ça. Et comme tu l'as très bien dit, à partir d'un certain moment, quand tu es une boîte qui est ultra rentable et qui fait un chiffre d'affaires qui se compte en centaines de millions, euh, assurer tes combattants, c'est un peu la base de la base. Cependant, C'est pour ça. quand même nuancer par rapport à l'UFC, c'est vrai qu'il y a ce défaut-là. De l'autre côté, je trouve qu'ils mettent déjà en place pas mal de choses tout de même. Le UFC PI, en termes de soins, je pense que c'est déjà pas mal. J'ai pas les détails, mais je pense que certains athlètes peuvent aller gratuitement au centre pour s'y entraîner et faire de la revalidation. Alors, je sais pas si c'est Mhm. 100% vrai ce que je dis là, mais il me semble avoir lu plusieurs interviews de combattants, notamment Tarek Safidine, le Belge qui était à l'UFC, qui disait que voilà, quand il avait des problèmes de genoux, il avait été très 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 bien encadré par l'UFC au Performance Institute. Donc il y a des problèmes, il y a des critiques à faire, mais il y a aussi des choses qui se mettent en place qui sont en bonne voie.
Et il y a aussi des choses contradictoires parce que Dana White annonce que via le Performance Institute, ils investissent dans la santé des combattants. Et puis de l'autre côté, ils lancent le Slap Fighting Championship. Donc là, il y a, il y a clairement C'est des contradictoire. contradictions. Mais on est en train de dévier un peu. Euh, Quel serait ton espoir pour Ngannou en tant que fan? Et si maintenant tu étais son meilleur ami? Je pense que c'est deux réponses Ouais, complètement différentes. ouais. Alors, en fait, je vais juste terminer juste une petite chose qui est importante pour vraiment clôturer tout, enfin, toute la partie technique, on va dire. La première, c'est que souvent, quand tu fais des négociations avec n'importe qui, une contrepartie, on va dire, et que tu as, je crois qu'il est en train de se représenter lui-même, ou Ouais, dans les deux cas, j'avais c'est lu ça pareil. aussi. Mhm. En fait, il faut savoir que tu vas toujours mettre dans ton contrat des choses, tu vas mettre trois choses. Des choses que tu veux absolument, donc qui ne sont pas négociables. Par exemple, j'en sais rien moi, il te faut au minimum 1 million de dollars par combat, c'est un exemple, et que tu sais que c'est ta limite basse. C'est de dire en dessous ça, ça sert à rien. Ensuite, il y a des choses sur lesquelles on peut négocier. Par exemple, de dire, j'en sais rien, 3 combats ou 8 combats. Bah, de dire, bon, bah, j'aimerais en avoir 3, mais si on m'en donne 4, 5, ça va, mais 8, ça va pas. D'accord? Mhm. Et puis, il y a des choses que tu mets et qui sont des choses que tu es disposé, que tu mets de, on sait jamais si ça prend, qu'il Ouais. l'accepte, mais Les si on me l'enlève, bonus. c'est pas trop grave. Voilà, c'est les bonus ou, donc là, par exemple, euh, ça peut être des points de pay-per-view, ça peut être en combien de rounds est-ce que tu veux tes combats, enfin ce genre de choses-là. Tu vois. Et moi, je pense que le truc du board, il a vu Jake Paul, qui est maintenant bien positionné avec le PFL et qui s'est dit bon bah voilà, je peux le mettre dedans. Et en fait, c'est possible que dans la négociation, ils se disent je m'en fous en fait, de ce truc-là, je le mets pour qu'on me l'enlève et que eux sentent qu'ils ont enlevé quelque chose et qu'ils ont gagné dans ce contrat. Et alors à partir de là, bah, j'ai négocié sur les points importants, je les ai gardés. Donc, Mhm. à mon avis, c'est possible qu'il y ait une de ces stratégies-là. C'est même très probable que si nous sommes au courant, que le One soit au courant, mais qu'il l'utilise pour décrédibiliser Ngannou. C'est-à-dire de Mhm. dire, voilà, nous, et d'utiliser le narratif qui pourrait faire énormément de mal à Ngannou, c'est-à-dire de dire, voilà, Dana White avait raison, on a essayé, mais c'était pas possible, alors qu'en fait, il savait depuis le débat, depuis le départ, que c'était pas possible. Donc moi, Mhm. c'est là où je trouve ça tendancieux. Et la preuve, et ce qui me fait penser ça, c'est que Ngannou a mis un post sur Twitter avec une photo en disant les Ouais. promoteurs et montrant une double face. Et justement, c'est ce qui me conforte dans cette idée, c'est de se dire, tiens, maintenant que tu me voulais, mais maintenant que tu vois que tu peux pas m'avoir, tu essayes de détruire ma carrière en essayant de diminuer ma valeur pour les autres. Donc, si j'étais, dans les deux cas, si j'étais consultant ou si j'étais un ami d'Ngannou, dans les deux cas, je lui dirais, il faut que tu signes très rapidement chez quelqu'un. Mhm. Parce que ta valeur va trop diminuer. À partir d'un moment, ils vont se dire, bon, ben, tu n'auras plus de levier de négociation et ça va être très compliqué. Donc ça, c'est la première chose. C'est que pour moi, sa solution, c'est le PFL. Et c'est de dire, bah, vas-y, va chez eux. Essaye de faire deux résultats extrêmement rapidement. Il faut qu'ils combattent le plus rapidement possible et de manière euh, impressionnante. Ouais. D'ailleurs, j'essaierai d'avoir un combat euh, qui serait un combat favorable. J'essaierai de négocier ça sur le début pour pouvoir faire monter ma cote et de faire un highlight, etc. Et sincèrement, je, en tant que fan, j'aimerais vraiment, vraiment qu'il attaque John Jones. En fait, Mhm. qu'il essaye de lui quitter de la crédibilité et de se dire à un moment, John Jones, tu peux aller qui tu veux, tu prends Stipe qui ça fait 1 an et demi qu'il n'a pas combattu, regarde comment je l'ai battu, c'est plus du tout son prime, moi je suis là et en fait tu es revenu juste quand moi je suis parti parce que tu avais peur de la cacahuète Mhm. qui venait, essayer de le provoquer et essayer d'avoir un méga fight, un seul de dire, écoutez voilà, là maintenant, ça serait mon rêve, mais je pense pas que Dana White va accepter parce que le risque est trop grand. Un, de Mhm. diminuer John Jones. Deux, John Jones aussi, le risque est grand pour lui. Imagine, tu termines ta carrière sur un. En plus, tu vas terminer avec un knockout assez sévère. Malgré le fait que John Jones est favori, je pense que je mettrais John Jones Mhm. favori, mais je dis juste le risque, même si c'est un 60-40 favori pour dire quelque chose, bah 40% de quand même terminer ta carrière sur un KO de l'espace, donc c'est quand même très très risqué. Donc Ouais. moi, je dirais, essaye d'avoir un combat en boxe après avoir eu une victoire au PFL en ayant négocié le fait que tu puisses aller en boxe. Voilà, ça Mhm. c'est ce que je pense qu'il C'est faudrait qu'il fasse. c'est pas mal. Après, effectivement, il y a un point, et je pense que tu vas me rejoindre là-dessus, c'est que c'est difficile de conseiller quelqu'un si on ne connaît pas ses objectifs.
Tu vois, ça paraît con, mais si t'es coach sportif et que quelqu'un vient chez toi en disant vas-y fais-moi un programme, mais C'est vrai. si le coach sportif te donne un programme sans te poser de questions, bah, c'est un très mauvais coach sportif, tu vois. Mais bon, C'est sûr. ici, voilà, parce qu'il y a une différence, tu vois. Est-ce que il veut s'enrichir pour lui et, et ses générations à venir? Est-ce qu'il veut travailler sur sa legacy? C'est une question qu'on pose toujours en MMA. Hein. T'as deux axes, tu peux travailler les deux en même temps. En général, c'est l'UFC, mais de temps en temps, tu peux avoir plus d'argent hors UFC, mais du coup, tu travailles pas autant ta legacy. Et à l'inverse, de temps en temps, tu es à l'UFC alors que c'est peut-être pas l'option la plus onéreuse, mais au moins ta legacy augmente. Mais voilà, je vais complètement te rejoindre. Si j'étais consultant ou ami par rapport à Ngannou, le conseil ce serait, il faut se dépêcher, que ce soit en termes de valeur, de levier de négociation ou simplement de compétences. Tu peux pas laisser traîner des négociations comme ça pendant encore 1 an et demi. Et quand tu reprends ton prochain combat, c'est avec 3 ans d'absence. Euh, D'ailleurs, on ne sait pas, Surtout à cet âge-là. il se représente lui-même apparemment. Donc en termes de temps que ça lui demande, c'est aussi énergivore. Est-ce qu'il s'entraîne aussi bien que quand il était actif à l'UFC? Ce sont toutes des spéculations à faire. Donc voilà, le PFL, tu parlais de combat de relance. En toute honnêteté, euh, même s'il prend le champion poids lourd du PFL, pour lui, c'est supposé être un combat de relance, tu vois. Ante Delija, Ouais, il est très bon. J'ai dû regarder mon téléphone parce que de tête, je connais pas son nom. Il est très ouais, bon, mais c'est pas le top 6 UFC, tu vois. c'est ça. Donc, il peut se relancer au PFL. Moi, vraiment, en tant que fan, je n'ai qu'un espoir, c'est que il re-rentre en contact avec l'UFC ou l'UFC re-rentre en contact avec lui. Je sais, c'est Ouais, utopique au possible. Mais ça va pas. aujourd'hui, on a lu une news de John Jones qui disait que il sortirait de sa retraite s'il y est Je sais pas. Ouais, pour Ngannou. Ça, c'est évidemment, je pense, le grand rêve de tout fan de MMA qui se respecte. Qui ne voudrait ouais. pas voir Francis contre Jones? Mais bon, c'est une situation assez compliquée. Moi, j'espère juste qu'on aura des news et j'espère juste que tout le monde sera content. Donc, j'espère que s'il signe au PFL, le PFL soit content de la signature. J'espère que Francis Ngannou soit content des termes inclus dans le contrat. Et j'espère que le PFL pourra nous faire du matchmaking à la hauteur de ce que Francis mérite. Euh, donc voilà, et juste pour nuancer un tout petit truc, c'est vrai que quand il demande une place au board, peut-être dans l'inspiration de Jake Paul, je suis pas certain de ce que je dis ici, mais j'ai l'impression que Jake Paul n'a pas pris une place au board du PFL. Ils ont créé un genre de succursale qui s'appelle PFL Pay-Per-View Series, et c'est Mm. là qu'il a une place au board, et c'est pas uniquement lui qui a une place au board, et ça je pense que c'est un détail extrêmement important, c'est lui et son manager étant l'ancien CFO de l'UFC. C'est Donc ça. c'est quelqu'un qui En- a certainement pu faire un plan financier en béton par rapport au projet PFL Pay-Per-View Series en assurant une viabilité financière sur le long terme. En fait, c'est ça, c'est que quand il dit ça, peut-être qu'il dit pas les termes complets. Est-ce que c'était en board? Est-ce que c'était juste sur un des projets? Est-ce que, enfin, tu vois, c'est Mhm. tellement possible de jouer sur les mots et de dire en fait il voulait ça. Et donc, c'est pour ça que je trouve pas ça juste que quand tu es en train de faire des négociations, tu sais qu'il y a plein de choses que, au final, qui sont pas exactement comme tu les veux, mais tu Mhm. fais ça pour pouvoir, bah, comme je l'ai expliqué, enlever certaines choses. Donc, moi, sur ses intentions, je crois qu'il était clair. Si c'était juste l'argent, je crois qu'il aurait déjà signé, parce que je crois que les propositions sont bonnes. Mhm. Si c'était juste la legacy, je crois qu'il serait resté à l'UFC. Je crois que c'est un mix un peu de tout, Mhm. et surtout, je pense que la seule dont on est certain, c'est qu'il veut faire de la boxe. C'est sûr et Ouais. certain qu'il veut faire de la boxe, et si on lui permet pas de faire de la boxe ailleurs, bah, je crois que si le PFL lui dit, écoute, nous on te permet de le faire, mais peut-être qu'on négocie un pourcentage des revenus ou quelque chose comme ça, bah, c'est possible. Mais, euh, mais je pense que, enfin pas je pense, il le disait chez Joe Rogan, son but depuis toujours, c'était d'être un boxeur. Donc Ouais. maintenant, il a pris une porte différente, et je trouve que c'est vraiment génial tout ce qu'il a réussi à faire. J'espère qu'il sera content de la manière dont ça va se passer, mais je crois que cette semaine est une semaine décisive en fait. Je suis Ouais. presque certain. Ouais. Et on va faire un petit lien, mais si le PFL rachète le Bellator, je me rappelle que le Bellator avait une fois organisé un événement. Je me demande si c'était Glory X Bellator.
Et dans la même salle, il y avait une cage et un ring l'un à côté de l'autre, où ils faisaient un combat de Ouais. MMA, un combat de kickboxing, un combat de MMA, un combat de kickboxing. Et bon, en tant que fan, tu pouvais te positionner, tu sais, entre les deux et vraiment profiter de Ouais. tout. Et puis, bah, il y avait des fans qui étaient mal placés, enfin mal placés. Tu vois, si tes fans Ouais. de MMA étaient du côté uniquement ring, tu l'avais un Ouais. peu dans l'os. C'est Et ça. donc, je me dis, tu vois, on est un peu à l'ère de l'innovation. Il y a des innovations complètement débiles où on voit un mec de 200 kilos qui combat contre 4 femmes en même temps. Ça se passe en Russie, En Russie, avec des poulets qui rentrent dans la cage et tout. Euh, mais il y a des innovations pour lesquelles moi j'aurais pas de problème. Par exemple, ce type d'événement où dans la même arène, tu as une cage et un ring de boxe et puis tu mélanges un peu les deux mondes, ce serait pas aberrant. Et tu vois, si tu signes au PFL et que tu te fais un petit, voilà, le PFL signe quelques boxeurs pour cet événement précis, avec Francis contre Wilder, avec Jake Paul contre Nate Diaz à cet événement-là, ce serait intéressant. on fera Et ça bien. permettrait aussi de Mais mettre en valeur certains combattants de MMA. ceci, c'est que ceux qui l'ont fait, c'était le One. Ce qu'ils ont fait avec Rotank et Dimitri Johnson, je trouvais que c'était vraiment très cool. Ah ouais, c'était Ils avaient fait un c'était une chouette combat, donc innovation. c'était Muay Un Thai, un round, round. ouais, Et puis après, c'était du MMA. Bon, bien ouais. sûr, quand c'était du MMA, là, Johnson, bah, il a été directement à la soumission, il n'a pas été chercher à comprendre, mais je trouvais ça cool parce que il y a quand même des questions qu'on pouvait se poser. C'est est-ce que Dimitri Johnson va tenir le round pour arriver jusqu'à celui du MMA, etc. Donc c'était assez cool. Ouais. Mais, mais je crois que cette année va être vraiment super importante pour les fédérations, on le voit, avec le rachat du Bellator, si jamais c'est officiel et tout se passe bien. Mhm. Aussi le fait que One essaie d'aller aux États-Unis. Enfin, il y a pas mal de trucs qui sont en train de se mettre en place qui peuvent être intéressants. Et aussi, l'UFC maintenant qui est rentré en bourse et de cette manière-là, avec la WWE, c'est assez cool, quoi. C'est vraiment Ouais, cool. c'est en bonne voie. Et donc, tu voulais parler de Doumbé. Ouais, Euh, je j'ai pense été que c'est un super bon moment pour impressionné faire par ces la. chiffres. Ouais, j'étais trop impressionné par ces chiffres. Enfin, c'est quand même, on peut dire ce qu'on veut, mais il est quand même très, 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 très fort. Les gens, juste pour clarifier, il y a des moments, moi, on va toujours, je pense que Chris c'est pareil, dire ce qu'on pense, malgré le fait que c'est pas du tout ni qu'on aime ni qu'on n'aime pas, c'est juste, bah voilà, il y a des moments, on va dire, j'aime bien ce combattant ou j'aime un peu moins, mais toujours essayer d'être le plus objectif possible. Et il y a une chose qu'on peut pas enlever à Doumbé, c'est le fait qu'il a été trop trop fort avec sa vidéo un demi-million de vues pour une vidéo francophone sur du MMA. C'est quand même Je incroyable. viens de regarder, c'est 517 à l'heure à laquelle on parle. Il est C'est ça, ouais. 21h35, mercredi 3 mai. Et Ouais, ça continue de grimper. Après, on connaît, hein, YouTube, ça grimpe et puis ça retombe à un moment. Donc là, on est dans la chute, mais ce serait pas impossible que la vidéo à terme atteigne le petit million ou discrètement en dessous. Et ouais. bah, je sais pas si tu avais vu, hein, j'avais fait une vidéo à chaud Mhm. que j'ai supprimée. J'ai vu. Et t'as vu que j'avais supprimé ou pas? J'ai pas vu que tu avais supprimé, Euh, non. Ok, bah je vais juste expliquer pourquoi c'est peut-être le bon moment. Je suis en ligne avec ce que j'ai dit, donc j'assume complètement ce que j'ai dit. J'étais moins content de comment je l'avais exprimé, et quand je voyais les commentaires qu'il y avait sous la vidéo, c'est absolument à l'opposé des valeurs de la chaîne et de ce que je veux faire transparaître. Mon but, c'est quand même de rassembler, d'unifier un peu la communauté francophone de MMA. Et là, dans les commentaires, il y avait des débats que je ne souhaite pas suivre et certainement que je ne souhaite pas provoquer. Donc j'ai décidé simplement de supprimer parce que j'avais pas assez bien préparé ce que je voulais dire. Il était 23 heures, j'ai enregistré la vidéo à la va-vite et c'est petite erreur de ma part. Donc mea culpa, je suis Mhm. aussi le genre de gars qui prend responsabilité et qui est capable de s'excuser. Donc je m'excuse auprès des auditeurs sur la façon Ah, dont je me suis exprimé, mais ah, pas c'est par le contre fond. sur ce que j'ai dit parce que je reste en ligne avec ce que j'ai dit. Donc pour mettre du contexte, on va peut-être commencer par ça et après on va parler de sa carrière. Donc ici, Ouais. la vidéo en question, c'est une vidéo où euh, il appelle sa communauté à voter pour la suite de sa carrière. Euh, et c'est ici où je vais nuancer la façon dont je l'ai dit dans ma précédente vidéo. Je vais pas dire noir ou blanc, je vais parler en Mhm. gris. Mhm. Je pense que c'est pas son intention du tout. Je ne pense pas que ce soit ça, parce qu'on parle de négociation depuis tout à l'heure. Enfin,
500 000 vues. D'office, des gens du PFL, d'office, des gens de l'UFC et d'office, des gens du Bellator ont vu la vidéo. Imagine, tu es le manager de Cédric Doumbé. Tu dois appeler. euh, Imaginons, je sais que c'est impossible que ce soit ça les résultats, mais PFL gagne. PFL 55% des votes. T'es le manager, tu dis, ah ben voilà, la communauté a voté, on doit signer chez vous. Ben, le PFL, il te dit, ok, 5000 plus 5000 le combat. T'es obligé de suivre parce que maintenant tu C'est l'as ça, annoncé, tu vois ce que je veux dire. T'as pas de force de négociation. Donc ça, c'est c'est ça. un. Et puis deux, bah, il y a plein d'outils pour faire des votes publics, ouverts. Genre, Transparent, tu cliques, tu vois le c'est ça. résultat, voilà, transparent. Ici, le fait que ce soit pas transparent, encore une fois, mon opinion, bah, je pense que c'est un indicateur que c'est pas l'objectif de la vidéo. Alors, après, on peut débattre sur les emails et tout ce qui s'ensuit. La réalité, et ça, j'ai vraiment envie d'insister dessus et te rejoindre amplement là-dessus. Cédric est un génie de la communication, un génie marketing. J'avais fait la comparaison. En général, un combattant de MMA, tu parles de lui quand son combat est annoncé, puis tu l'oublies un peu, puis la semaine de son combat, tu reparles de lui. Les 2 jours qui suivent son combat, tu continues de faire un débrief, et puis tu le mets aux oubliettes jusqu'à la première étape où le combat est annoncé. Cédric Doumbé est une de ces personnes qui a la faculté de faire parler de lui chaque semaine. C'est très rare. Des gars, il y a McGregor qui fait partie de cette catégorie, et il y en a très peu. Lui, avec un tweet, il peut partir de, il peut couper Internet pendant une semaine et pendant une semaine, on va parler de lui. Notamment cette vidéo, il Mm. avait teasé en après-midi. Tout le monde a parlé que de ça jusqu'au moment où il est sorti. Et au moment où il est sorti, tout le monde a continué à parler que de ça. Il est incroyable. Et alors, je vais continuer. Il est aussi incroyable en tant que combattant. On doit aussi remettre l'église au milieu du visage, comme tu as dit tout à l'heure, et du village. C'est un incroyable combattant. Donc tout ce qu'on peut dire ici sur le sujet Cédric Doumbé, je pense que ça c'est la base. Incroyable en marketing et communication, et encore plus incroyable en tant que combattant de kickboxing, c'est indéniable. Et il est en train de faire son bout de chemin en MMA. Alors oui, il n'a pas encore affronté de gros noms, mais d'un point de vue management, pour l'instant c'est bien géré. Ouais. Ouais, donc bah, tu as dit pas mal de choses qui sont intéressantes. La première, c'est que il y a des raisons pour lesquelles ça ne se fait pas. Ce que tu viens d'expliquer avec les bon, bah voilà, on a gagné, donc 5000 plus 5000, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Mais par contre, ce qui est intelligent de sa part, c'est il nous utilise pour pouvoir avoir plus de poids dans sa négociation. Et Hmm. ça, je trouve ça très intelligent. C'est ça que je veux dire, c'est que euh, c'est pas ce que j'apprécie pas trop, c'est de faire croire aux fans qu'ils ont quoi que ce soit à dire là-dedans. Mhm. Bon, bien sûr qu'il va être sensible aux résultats, c'est sûr et certain. Enfin, si tu vois que, enfin, de nulle part, tu vois que le PFL a 30% et tu pensais qu'il allait en avoir 4, tu vas dire ah bon, bah ça va, c'est pas trop mauvais. Donc tu vas, je crois que tu vas analyser les résultats. Mais Bien par sûr. contre, là où j'ai eu un petit souci, c'est qu'il fait croire à ses fans qu'ils ont quelque chose à dire, alors qu'on sait qu'en fait, il utilise ses fans pour avoir un poids de négociation. C'est-à-dire que maintenant, quand il va se mettre à table avec tout le monde, ou son manager, c'est de se dire, il va dire, bon, bah, regardez, moi, rien que le fait, sans me battre, pas de chaos, pas de grand-chose, je fais juste une vidéo sur un fond vert et je demande où est-ce que vous voulez que j'aille, ça fait un demi-million de personnes qui sont là et on va voir combien de personnes ont interagi avec ces résultats. La raison pour laquelle je suis persuadé de ça, c'est comme tu l'as dit, c'est que c'était pas de manière transparente. Donc, comme c'est pas transparent, lui, il peut aller chez n'importe qui et dire voilà les résultats qu'on a. Nous, tout le monde veut qu'on aille à l'UFC et toi, tu n'as que 4%. Donc, offre-moi quelque chose d'intéressant pour que j'aille chez toi parce que là maintenant, ou alors l'inverse. On a beaucoup de gens qui veulent que j'aille chez toi, mais moi, je suis pas très intéressé. Convainc-moi. Il y a tellement de manières de pouvoir jouer avec ces résultats, ce qui est Ouais. très intelligent. Et c'est pour ça que je Ouais. le dis vraiment, je le dis, c'est bien fait. Mais par contre, là où j'ai juste un petit souci, c'est ce que je dis, c'est que il y a beaucoup de gens qui ont vraiment cru qu'ils allaient avoir ce pouvoir de décision Et qui y croit euh, encore. et qui y croient encore. Mais alors que vraiment, ça n'a pas de sens. Et on a donné un argument, on pourra en donner trois, quatre sans aucun Mhm. problème, c'est que ça n'a pas de sens. Et ça n'enlève en rien le fait que ce soit un bon combattant et un bon communicant. C'est juste, on parle de ce fait-là, c'est tout. Ouais. Donc là, pour revenir là-dessus, euh, quand il explique un petit peu aussi la manière dont il explique et ce qu'il explique dans la vidéo, que l'UFC, c'est pas beaucoup d'argent. En fait, j'ai eu un souci avec ça.
c'est que il a été incohérent sur une chose dans la vidéo. C'est qu'il dit je pète Ousmane. Il a dit je sais pas combien de fois, donc je gagne contre tout le monde, voilà, je serai champion, etc. Et dans la vidéo, il dit oui, c'est que de l'argent si jamais tu arrives à être champion. Et ça met du temps. Mais techniquement, le temps que ça prendrait à un autre combattant pour arriver à ce niveau-là, ce serait quand même pas mal de temps. 2, 3 ans Mhm. pour dire quelque chose pour arriver au combat au titre. Si jamais il est ce qu'il dit qu'il est, et qu'il a 500 000 personnes qui sont en train de faire ça, très rapidement, on pourrait le voir, on l'a vu avec d'autres combattants comme Pereira, qui vient aussi du kickboxing, qui pour Mhm. d'autres raisons a été propulsé parce que c'était Adesanya, mais il a été propulsé. Pereira avait pas du tout la hype qu'a Doumbé. Et Bien donc, sûr. du Ouais. coup, juste de dire, si jamais vraiment ça te met autant de temps, il n'est pas vieux, Doumbé. C'est pas Ngannou qui a 36 ans. Tu pourrais facilement arriver à là. Et au moment où tu es à ce niveau-là à l'UFC, tu as la legacy, tu as l'argent et tu as tout ce que tu veux quand tu es au top de l'UFC. Donc on le sait, tout le monde sait que c'est à l'UFC que si vraiment tu penses que tu dis que tu dois être, c'est là que tu Ouais. dois être. Et le fait que ça prenne du temps, avec la hype que tu viens de démontrer, on sait que ça ne mettrait pas beaucoup de temps. Si jamais tu arrives à faire des KO, si tu arrives à avoir des highlights et si tu arrives à faire tout ce que tu dis que tu vas faire, bah, normalement, voilà, pète Ousmane, je te promets, tu auras le titre directement. Mais bon, Ousmane, je crois qu'il va avoir ça, c'est un mauvais exemple parce que je crois qu'il va prendre sa retraite avant que Doumbé arrive à là où il en est. Mais voilà. Ouais, en plus, Ousmane n'est pas le champion. Donc, c'est pas celui que tu es supposé viser aujourd'hui, c'est Leon Edwards. À moins que tu sois certain Ouais. que va récupérer sa ceinture. Moi, personnellement, ça m'étonnerait très, très fort. Je ferme pas la porte à une récupération de la ceinture de Ousmane, mais Ousmane, non seulement il commence à être âgé, mais en plus de ça, il a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de blessures au cours de sa Ouais. carrière. Ses genoux. Euh, ouais. Et en plus, genou bah, ça met Compris. du temps Mais à même revenir à 100%. au moment où il disait Ousmane, c'est quand Ousmane était champion, hein. Donc là, Ah, juste d'accord, pour d'accord. nuancer un petit peu, donc il le disait pas à ce moment-là. Donc je crois que à ce moment-là, il parlait d'Ousmane, mais Mhm. qu'on parle d'Ousmane, qu'on parle de Leon Edwards ou qu'on parle de tous les tueurs à gages qu'il y a dans cette division, si tu penses vraiment que tu es aussi bon, et il faut dire ce qui est au niveau striking, il est incroyable, et s'il pense qu'il arrive à faire aux adaptations au niveau grappling, je signe direct, je serais trop Bien sûr. content de pouvoir voir ça, et ce serait incroyable pour la France. Mais son argument ne tient pas la route, c'est que si tu vraiment tu crois ça, tu sais que ça va aller vite, et donc Ouais. tu gagneras l'argent que tu veux, et tu auras la legacy, et tu auras tout ce que tu veux. Alors moi, je vais rebondir sur plusieurs points. Le Mhm. premier point, c'est, je te rejoins amplement, un peu triste que il fasse croire aux fans que les fans ont un impact sur son choix. Enfin, un impact peut-être, comme tu l'as dit. C'est clair que si au final, dans les résultats, tu te fais surprendre à voir le PFL qui a beaucoup plus de votes, tu te dis, ah ben c'est peut-être pas un mauvais choix de carrière. Mais je vais revenir là-dessus un peu après. Maintenant, je vais le défendre quand même en disant que si tu veux faire ce genre de vidéo avec autant d'engouement, tu peux pas, ça fonctionnera pas en France. Ah les gars, j'ai besoin de votre aide pour ça, il faut que vous fassiez ça, faut que vous votiez et tout. Je pense que avec une full transparence, il n'aurait pas eu les résultats qu'il a eu de cette manière. Donc encore une fois, ça revient, on en parle souvent toi et moi hors antenne, ça revient à tes valeurs, tu vois. S'il n'a pas la valeur éthique dans ses valeurs, ben rien et transparence, rien ne l'empêche de faire ça. S'il a des valeurs qui sont plus axées sur le développement de sa carrière, sur l'argent par exemple, et ce genre de choses. Et je pense que tu seras d'accord avec moi, chacun ses valeurs. Tu définis tes Mhm. valeurs, tu restes en ligne avec, et personne ne peut vraiment les critiquer. Même si on peut critiquer les méthodes parce qu'on l'aurait pas fait de cette manière-là, voilà, il a défini ses valeurs, il fonce avec. Euh, je vais m'aligner aussi à toi par rapport à l'UFC, mais sous un autre angle. Pour moi, il y a un gros, gros, gros argument, et ça va toucher carrément son branding et ses valeurs, son surnom, The Best, son slogan, Je suis le meilleur, que le meilleur gagne. Tu, sa communication, hein, c'est le numéro un, il pète Ousmane, il pète Edwards, etc., etc. Si ton choix de carrière, c'est d'aller au Bellator ou au PFL, et que tu es champion là-bas, t'es pas le meilleur. C'est Mhm. aujourd'hui, tu peux danser sur ta tête tout ce que tu veux. Le champion UFC est le meilleur de sa catégorie de poids. Avec Ngannou, il y a eu toute cette histoire justement quand l'UFC a perdu Ngannou de dire tiens, ça fait bizarre. Le meilleur combattant d'une catégorie de poids n'est pas à l'UFC. C'est extrêmement rare.
il y a un petit truc, une interview, je sais pas pourquoi cette interview m'est restée coincée dans la tête et j'y ai pensé maintenant. Il a eu un combat contre Karim Gadji à un moment au Glory. Karim Gadji était champion du monde ISKA, c'est une fédération, ça n'a rien à voir avec le Glory. Et dans son interview, Cédric dit, bah, j'ai de montrer que tes ceintures sont des ceintures en chocolat. J'ai de montrer ce qu'est un vrai champion. Le meilleur en kickboxing, c'est au Glory, c'est pas ISKA, blablabla. Bah là, tu es un peu dans la même structure, tu vois. Si tu vas au Bellator ou si tu vas au PFL, bah, tout le monde pourra utiliser cet argument que toi-même tu as utilisé, mais contre toi. Tu l'as utilisé dans un sport, on va pouvoir l'utiliser dans l'autre sport contre toi. Tu n'as pas la ceinture UFC, tu n'es pas le meilleur. Et donc Ouais. moi, c'est plus par rapport à ça que pour moi, et encore une fois, tu vois, pour moi, hein, je suis dans le gris, il n'a pas le choix. Par rapport à son personnage, il doit signer à l'UFC. S'il ne signe pas à l'UFC et qu'il n'a pas l'objectif ceinture UFC, il doit changer son branding. Il doit changer son image. C'est très Encore compliqué, une hein. fois, ça reste que c'est très compliqué, Mais le mais problème si avec tu veux rester l'UFC, en phase avec ce que tu dis, c'est ça. mais le problème avec l'UFC, c'est si on revient euh, et de manière très pragmatique, je sais qu'il y a beaucoup de fans de Doumbé on le répète, on l'aime beaucoup, c'est On un l'est excellent aussi. combattant, etc. C'est pas de, voilà, c'est ça, c'est pas de dire du tout que on se sépare, c'est juste pour répondre à ça, c'est que mettons-nous 2 secondes à la place de Doumbé. Mhm. Tu as tout gagné au Glory et tu es vraiment un champion dominant. Et en plus, avec la manière. Enfin, il annonce un peu comme Mystic Mac comment et quand et enfin, tout ce que tu veux. Donc du coup, là, tu sors de là et tu rentres dans un nouveau sport. Et tu as vu qu'il y a d'autres personnes qui ont réussi à le faire, Adesanya, Pereira, etc. Donc là, Cerudo, Ronda Rousey. ah oui, oui, là, je voulais juste Ça vient parler pas du des mêmes kickboxing, sports. pardon. Oui, C'est ça, c'est d'accord. Mais ça. ça, Ah il y oui, en a d'autres qui ont réussi à fond médaille d'or dans un sport et qui, après, sont venus en MMA et ont eu une réussite tout aussi c'est ça, spectaculaire. c'est ça. Me- En fait, quand tu vois que des personnes qui ont été au Glory, pardon, ont réussi à être champions MMA, c'est que c'est possible. C'est énormément de travail, mais c'est possible. Et donc, du coup, tu sais que la pression est énorme. Il le dit lui-même, il le sait, c'est que Hein. à partir du moment où ton slogan et ton ADN, elle est incroyable parce que quand tu dis que tu es le meilleur et que tu annonces et que tu gagnes, ça te fait exploser. On l'a vu avec McGregor. Mais à partir du moment où, si jamais tu perds, et imagine tu perds contre quelqu'un qui est en dehors du top 15, en rentrant ou dans un combat, un match-up qui devait être possible, et c'est possible, ça peut arriver à n'importe qui, de tout simplement, bah voilà, il a eu un meilleur timing, il s'est pris un crochet, enfin, tout ce qu'on peut imaginer. Déjà, ça détruit tout. Et si ça Mhm. détruit tout au départ de l'UFC, et là je rejoins Doumbé, c'est qu'au départ de l'UFC, tu vas pas gagner grand-chose. Si t'es pas dans le top 10, tu gagnes pas grand-chose. Et le problème, c'est que objectivement, et là c'est un débat et on peut l'avoir, c'est qui est-ce qui bat en ce moment dans un top 10 UFC de sa catégorie. Mhm. Je, Non, j'ai du ouais. mal à voir quelqu'un, quoi. Et je le dis pas en ce moment. Maintenant, bien sûr, il attend de progresser. On sait que, par exemple, c'est avec qui il s'entraîne, mais c'est aussi une autre question que j'ai par rapport à Doumbé, c'est il n'a pas de coach en tant que tel. Et avec qui est-ce qu'il s'entraîne au niveau grappling? Parce que, par exemple, Pereira s'entraîne avec Glover, qui était champion light heavyweight. Non, non, Donc, là en France, ils s'entraînent avec sous l'effigie de Mehdi Othman et il y a du niveau. Donc à ce niveau-là, je me fais pas ok. d'inquiétude par rapport à sa Il était en Irlande progression en aussi, hein. grappling. Ouais, et il est allé au SBG aussi. À ce niveau-là, je me fais pas trop de soucis sur son début de carrière. Maintenant, comme on Voilà. le sait, on peut en discuter aussi par rapport à Fernand, par exemple, hein, pour nuancer, pas qu'on commence à dire ah vous êtes des haters de Cédric et vous êtes supporters de Fernand. Non, Fernand aussi. Il a prouvé que il n'avait pas les épaules pour amener un combattant Au titre. à prendre la ceinture. Et j'insiste, il est Voilà. capable d'amener jusqu'au titre, mais il y a des limitations, surtout au niveau du grappling. Alors, il a développé un système qui est très intéressant pour ses combattants en mode anti-lutte, mais quand ce système ne passe pas, c'est passé pour William Gomis par exemple dans son dernier combat, et ça c'est ultra stylé, mais quand ça passe pas, comme pour Gann dans ses deux dernières défaites, enfin dans ses deux seules défaites, ben on voit un gros manque. Et pour l'instant, en France, il y a aucun indicateur qui nous démontre qu'il y ait un coach qui est capable d'enseigner un combattant pour avoir le niveau pour atteindre la ceinture. Alors c'est peut-être Mehdi Othman, mais il faut le prouver. C'est Donc ça.
à moins de voyager pour le moment pour faire vraiment tourner en coin. Après, on a aussi vu des photos de Cédric qui, quand il était encore en kickboxing, est allé à la AKA s'entraîner avec Khabib. Mhm. Donc je pense que Cédric, clairement, il parle beaucoup, mais il est là pour back-up ce qu'il dit. Il met toutes les chances de son 100%. côté. Je pense que c'est un gros, gros bosseur. Son seul bémol pour moi, c'est sa gestion de la diète. Il l'a déjà dit ouvertement, c'est voilà, c'est là où ça pourrait lui poser problème dans sa carrière. Mais par contre, je te rejoins. Actuellement, je ne le vois pas battre quelqu'un du top 10 UFC. C'est possible, hein. C'est possible qu'on le mette contre un top 10 UFC et qu'il le batte. Je ferme pas cette porte. Mais c'est impossible de le garantir. Tu vois, tu peux pas venir en tant qu'analyste et dire Mhm. il bat un tel du top 10 parce qu'on l'a vu que contre des mecs qui sont en dehors du top 500. On l'a pas vu encore En fait, contre un top 100. c'est ça. Ce que je voulais dire par là, c'est juste, bien sûr que Cédric peut battre quelqu'un du top 10. On ne dit pas que le pourcentage est à zéro. C'est juste de dire, est-ce qu'il est favori de manière confortable et de dire, OK, bah voilà, comme il le dit. Et c'est là où j'ai plus de mal de dire, euh, comme tu le dis, bien sûr que il entraîne son sol et c'est quelqu'un d'extrêmement intelligent et il le sait. Il sait Mhm. tout ce qu'on est en train d'expliquer et sa gestion de carrière, je pense qu'il l'a fait de manière très intelligente en se disant, je vais prendre mon temps, je vais m'entraîner, je vais faire tout ça. Et j'adorerais, mais vraiment j'adorerais qu'il arrive à, ce top 10 et montrer qu'il a les armes pour pouvoir lutter dans le top Mhm. 10 avec des grappleurs et avec des lutteurs, etc. Ce serait Ouais. vraiment incroyable. Mais est-ce On- qu'il va y arriver Voilà. Mais en fait, Je sais pas. on va parler concrètement, tu vois. Si il signe à l'UFC et qu'il combat à l'UFC Paris ici en septembre et qu'il tombe contre le numéro 10 de la division, à savoir Vicente Luque, il n'est pas favori. Il peut gagner, mais il n'est pas favori. Il sera pas donné C'est ça. favori au Cut de Paris. On ne l'a pas. Alors, on a déjà vu des mecs qui font des step-up de ouf. Makhachev, qui était donné favori contre Oliveira alors qu'il avait perdu, pas gagné contre quelqu'un avant, mais il avait quand même gagné à l'UFC avant. Ici, Cédric Mhm. Doumbé, il passerait sans manquer de respect. Son dernier adversaire, c'est Florent. Non, non, c'est le Polonais, peu importe. Enfin voilà, c'est quelqu'un qui est même pas, je pense, sur Fight Matrix, donc qui est même pas dans le top 350 de sa division. Et puis tu vas le mettre contre le top 10 mondial. Non, évidemment qu'il sera pas favori. Est-ce qu'il a une chance de gagner? Peut-être. Mais pour Mhm. moi, comme on l'a dit, Cédric Doumbé est intelligent. S'il signe à l'UFC, il va gravir les échelons progressivement. Il va peut-être faire une ascension assez rapide, peut-être pas comme Pereira, ce serait peut-être trop risqué, mais peut-être comme Cody Garbrandt l'avait fait, genre 5, 6 victoires et puis on parle de titre pour toi. Euh, Et c'est là où on Maintenant, revient aux valeurs. Pardon, je te dis ouais. juste, j'interromps juste une seconde pour dire que c'est là où on en vient aux valeurs. Et qu'il se dit, si je fais 5, 6 combats, ah, peut-être qu'on va lui payer 20 000 plus 20 000 pour dire quelque chose. C'est peut-être là où il va se dire, bon, ben, ces 5, 6 combats, il faut que je les gagne tous, pour pouvoir accéder à de l'argent. Et c'est totalement normal qu'ils veulent avoir de l'argent. Enfin, maintenant, Mhm, il était champion, revenir à des combats qui sont pas extrêmement bien payés, c'est compliqué et c'est un gros mhm. risque. Mais chapeau à lui, s'il signe à l'UFC, je serais le premier à applaudir. Parce que vraiment, ça veut dire, OK, tu crois que tu es le meilleur et que tu es prêt à aller, et je serais trop fier. Mais par contre, tout le monde aura ça un jour dans la tête en se disant, même dans le meilleur des cas, il devient champion PFL, on aura tous dans la tête, c'est dommage qu'on l'a jamais vu à l'UFC, quoi. On aurait voulu voir ce que c'est. Et ça, c'est Ouais. dommage. Ouais, alors ici c'est pas fait pour ce que moi je veux dire. Il y a argent, ta prime de combat, et puis il y a ce que tu gagnes aussi en followers et tout ce qui s'ensuit, qui peut te permettre aussi, bah, comme on le voit, la YouTube Money qui s'est fait avec sa dernière vidéo, ça doit quand même assez chiffrer. Il y a les sponsors et tout ce qui s'ensuit. Je suis désolé d'utiliser ce terme, mais c'est la réalité. Tu vas t'enfermer au PFL. Il n'y a pas beaucoup de monde qui vont regarder tes combats. Les seuls gens qui vont regarder tes combats, c'est les fans de toi et ceux qui regardent le PFL par défaut. Mais tu vas jamais faire les mêmes chiffres qu'à l'UFC. Ça, c'est une certitude. On parle de défaite à l'UFC. S'il perd à l'UFC, il perd pour 20 000 par exemple, peu importe, et il va se faire critiquer. Mais s'il perd au PFL, s'il perd au Bellator, c'est Ouais, encore c'est vrai. pire pour sa legacy, tu vois. Mhm. C'est moche à dire, mais vaut mieux perdre à l'UFC que perdre au PFL. Donc le facteur risque ici est toujours le même. Donc ça, C'est c'est vrai. un point que je voulais adresser également. Et voilà, il n'y a rien à faire. Si tu vois argent et long terme, après ta carrière au PFL ou après ta carrière à l'UFC, laquelle t'ouvre le plus de portes? Ouais. Je- Voilà, donc moi je terminerai là-dessus. Ouais. Pour moi, il y a
je peux mettre à la place de Cédric Doumbé et comprendre qu'il y a des objectifs, qu'il y a plusieurs portes ouvertes, il y a plusieurs facteurs à considérer. Pour moi, l'option, c'est l'UFC. C'est pour toutes les raisons qu'on a émises dans ce podcast. Il s'est mis dans une position où euh, il est quasi forcé de. Enfin, il fait ce qu'il veut. Hein. Encore une fois, il fait ce qu'il veut. Mm. Mais s'il ne signe pas à l'UFC, ce sera une grosse déception pour les fans de MMA. Ses fans à lui vont le suivre dans tous les cas. Moi, c'est quelqu'un que Mm. j'apprécie à titre personnel aussi. Je l'ai rencontré à 3 occasions. On échange et c'est ultra cordial, c'est sympathique. Donc, je le supporterai dans son choix parce que moi, j'ai aucun pouvoir sur son choix. Il fait ce qu'il veut, c'est sa Mm. vie et respect. En plus, il fait des trucs que je ne fais pas, donc respect dans tous les cas. Mais le fan en moi aura une déception s'il n'y a pas de signature à l'UFC. Ouais. Et le seul souci aussi avec son branding, c'est que si jamais tu perds quand tu t'appelles The Best, c'est très compliqué. C'est vraiment très Ouais, compliqué après. maintenant, tu vois, tu parlais Bah, de tu peux McGregor tout rebondir à aussi, l'heure. tu pourrais dire ouais là-dessus, ouais. Tu vois, tu parlais Ouais. de McGregor tout à l'heure en comparant un peu leur façon de communiquer. Tu vois, McGregor aussi, c'est Mhm. l'intouchable. Tu vois, il communiquait comme étant l'intouchable. Je trouve que systématiquement, quand il a perdu, il a eu de très très bonnes réactions après défaite. À part la dernière contre Dustin Poirier. Sa femme, ouais, je pense à ça. Mais quand il a perdu contre Ned Diaz, son interview d'après combat, elle était très propre, tu vois. C'était ok, face à la réalité, tu comprends qu'il joue ce personnage pour marketer son combat, mais qu'au final, Ouais, c'est un compétiteur qui accepte le fait que bah, il va gagner et puis de temps en temps il va perdre. Et je pense que ouais, Cédric, euh, c'est pareil. si un jour il perd et qu'il prend un peu cet angle, genre félicitations à mon adversaire, il était meilleur que moi ce soir. Voilà, moi je me suis bien préparé, j'ai donné le meilleur de moi-même, mais c'était pas ma soirée. Il m'a battu, respect à lui, c'est le sport. Je reviendrai plus fort. Je reviendrai plus fort. Qu'est-ce que tu veux Ouais, dire? Qu'est-ce que tu veux c'est critiquer ça. après? Ouais, Tu c'est vois, ça. d'office, il y a des gens sur TikTok et sur Twitter qui vont faire des montages entre son interview d'avant-combat et puis l'éventuel KO ou soumission qui se prend. Mais aujourd'hui, même dans la victoire, tu te fais critiquer. Donc, c'est le C'est monde dans ça. lequel on vit. Il décide de s'exposer, on en avait parlé avec Brian. Tout le respect du monde d'avoir les coronesses de le faire. Moi, c'est quelque chose que j'oserais pas faire. Je suis trop sensible pour ça que pour m'exposer à autant de haters et de mauvaises vibes. Mais de l'autre côté, il en tire aussi pas mal de bénéfices parce que ça fait clairement monter sa valeur. C'est sûr. Bah voilà, je pense qu'on a bien avancé, je crois qu'on a tout dit. Mais en tout cas, juste pour terminer là-dedans, je serais trop content qu'il signe à l'UFC. Et même s'il a une défaite et qu'il apprend bien et qu'il revient, etc., je crois que justement, s'il arrive à montrer qu'il s'améliore encore après la défaite et qu'il revient et qu'il a le mental, bah, ça peut vraiment être the best, quoi, tu Ben, il a rebondi de plusieurs défaites en kickboxing. vois. Il a montré qu'il était capable d'avaler une défaite et de revenir plus fort et même de prendre sa revanche. Euh, donc en MMA, il peut écrire exactement la même histoire. Moi, personnellement, je vais te le dire en toute transparence, à moins qu'il ait un management très très lent, très très progressif, je m'attends pas à ce qu'il ait une route d'invincibilité vers la ceinture UFC s'il signe là. Je m'attends à ce qu'il ait des obstacles bah, qui le, qui le fera peut-être bosser, voyager pour progresser, ce genre de choses. J'avais fait une vidéo il y a 2 ans peut-être en disant que selon moi, il a le potentiel, il a le mindset et il a le style pour performer en MMA. Il est en train de le prouver et aujourd'hui, il est temps de passer la vitesse supérieure. Ouais. Bah voilà, les choses sont dites. Parfait. Écoute, John, un tout grand merci, comme d'habitude, pour ton temps, ta sincérité, ton objectivité. Comme on a dit, je pense qu'on a tous droit à avoir nos opinions. Ici, on les a exprimées, je pense, dans la bienveillance, même si de temps en temps, on émet des critiques, je crois qu'on les construit tout de même, ce Mhm. qui est important. Donc, à mon avis, il y a très peu de gens qui arriveront à cette partie-ci du podcast, mais on demande d'en faire de même dans la section commentaires, que ce soit envers nous ou envers les personnes dont on discute, Nganou, Cédric Doumbé. Soyez dans le respect et dans la bienveillance, s'il vous Top. plaît.